Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Et toute la semaine, Bonjour chez vous sera largement consacré au 102e congrès des maires de France qui se tient jusqu'à jeudi. Et pour cette première journée, c'est l'Outre-mer qui est à l'honneur. La journée du lundi leur est traditionnellement consacrée. Les élus d'Outre-mer qui sont reçus ce matin au Sénat avant une grande réunion cet après-midi, Maison de la Mutualité à Paris. On en parle avec le sénateur apparenté La République En Marche de la Guyane, Antoine Karam. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est François Barouin, maire de Troyes, président de l'Association des maires de France. Une grande interview de 30 minutes en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France et Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis nos reportages en région cette semaine seront eux aussi consacrés aux maires que nous suivrons dans leur quotidien. Nous serons dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous reviendrons notamment sur les grands enjeux de ce congrès des maires. Mais avant cela, voici les principales informations de ce lundi 18 novembre. Bruno Le Maire se dit ouvert à une reprise par l'État de la dette des hôpitaux d'un montant de 30 milliards. C'est l'une des revendications du personnel hospitalier. C'est mercredi, après le Conseil des ministres, qu'Édouard Philippe fera les annonces sur le plan d'urgence pour les hôpitaux promis par Emmanuel Macron. 33 000 foyers toujours privés d'électricité dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère suite aux fortes chutes de neige qui ont touché ces départements. Un couple de septuagénaires a été retrouvé mort dans l'Isère, intoxiqué au monoxyde de carbone émanant de son groupe électrogène. Et puis vous êtes nombreux à avoir souscrit des actions à la Française des Jeux. Le ministre de l'économie annonce que le milliard de souscriptions a été dépassé pour les particuliers. Bruno Le Maire se félicite d'un immense succès populaire. Vous avez jusqu'à demain 20h si vous voulez devenir actionnaire de l'entreprise. Et on débute donc avec le sénateur du jour. Il est élu de la Guyane apparenté, La République En Marche. Bonjour Antoine Karam. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de cette journée consacrée aux élus d'Outre-mer. Mais avant cela, l'actualité, premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes marqué par des violences à Paris. Quelle a été votre réaction en voyant ces images de violence, notamment Place d'Italie? Alors je les ai vues en direct puisque j'habite Place d'Italie et de mon immeuble, je suivais tout ce qui se passait. C'était un moment difficile pour le quartier, pour les habitants du quartier, parce qu'au-delà de des revendications qui peuvent être considérées comme légitimes, ces actes de violence sont inacceptables. Et ce qu'on a vu nous préfère penser qu'il faut qu'on en arrive à ne plus continuer ce genre de bataille rangée tous les samedis dans certains quartiers de Paris. Mais comment on fait pour l'en empêcher? Est-ce que vous redoutez que ce mouvement des Gilets jaunes et les violences qui les accompagnent désormais chaque samedi s'accroissent finalement? Alors déjà pour la Place d'Italie, je pense qu'on aurait dû peut-être éviter de donner l'autorisation que la manifestation parte de la Place d'Italie, parce que ceux qui y habitent savent que depuis maintenant des mois, il y a des chantiers, des travaux. Et donc c'est la responsabilité de qui? Du préfet de police de Paris? Je ne sais pas si c'est le préfet de police, si c'est le gouvernement, si c'est la mairie. En tous les cas, la concertation aurait dû avoir lieu en amont. Alors le maire dit qu'il a alerté sur le fait qu'il y avait beaucoup de travaux. Voilà, c'est ça. Et je pense que tous les ingrédients étaient là pour que ça dégénère. C'est ce mouvement des Gilets jaunes, qui a moins touché les Outre-mer et que c'est peut-être à La Réunion. Comment vous l'expliquez, ça? Alors d'abord, en Guyane, il y a eu ce qu'on appelle une anticipation, puisque entre février, mars et avril 2017, il y a eu un mouvement social qui a duré 2 mois, et ce mouvement social qui s'est terminé par les accords de Guyane sur un certain nombre de problèmes, insécurité, développement économique, construction scolaire, aménagement du territoire, questions institutionnelles et statutaires. Donc les Guyanais ont considéré qu'ils avaient eu un accord juste et qu'ils n'étaient pas de nature à pouvoir descendre à nouveau dans la rue. Donc finalement, en Guyane, les Gilets jaunes ont eu lieu avant le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Voilà, mais en tous les cas, il n'y a pas eu d'affrontement physique. Ça s'est déroulé à quelques éléments près, dans des conditions tout à fait acceptables. Allez, justement, on va parler de votre territoire de Guyane, qui a des problématiques particulières. Une partie de la commission des lois s'y est récemment rendue. On voit ça avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard.
Bonjour Alex. Bonjour Oriane, bonjour Antoine Karam. Bonjour. Et Alex, on le disait, une partie de la commission des lois s'est rendue en Guyane. C'était la semaine dernière, déplacement axé sur la gestion de l'immigration et la lutte contre l'orpaillage illégal. Et oui, et 5 sénateurs faisaient partie de cette délégation avec toutes les sensibilités politiques du Sénat représentées. Regardez, il y avait le président de la commission des lois, Philippe Bas, le sénateur Les Républicains, Mathieu Darnaud, le sénateur socialiste Jean-Luc Fichet, Sophie Joissaint pour les sénateurs centristes et le sénateur La République En Marche de Mayotte, Thani Mohamed Souaili. Alors pendant une semaine, les sénateurs ont parcouru le territoire guyanais, de Cayenne jusqu'aux confins de la forêt amazonienne. Ils ont rencontré les différents acteurs de l'État. Ils ont par exemple fait des patrouilles avec les gendarmes sur le fleuve Maroni et ils ont pu constater la difficile gestion de l'immigration qui est un vrai problème en Guyane avec parfois des vagues migratoires. Regardez les chiffres. La Guyane compte actuellement 297 000 habitants et il y a eu entre 2014 et 2017 12 000 demandes d'asile. C'est un peu comme si la France devait gérer 3 millions de demandes d'asile. Alors, autre chiffre important, il y a 30% de la population étrangère de la population en Guyane qui est étrangère et puis 50% des mères en Guyane sont étrangères. Alors comment expliquer ce phénomène migratoire? On va regarder la carte de la Guyane pour comprendre tout de suite car il faut gérer plus de 1000 km de frontières terrestres avec le Suriname à l'ouest, le Brésil à l'est, également une population migratoire qui vient d'Haïti et pour ces populations étrangères, la Guyane française représente un peu un Eldorado. Il y a aussi une particularité à noter, c'est que ces frontières sont majoritairement des fleuves avec le Maroni et l'Oyapock. Et pour les populations locales, ces fleuves ne représentent pas vraiment des frontières. Un sénateur me disait même, le fleuve c'est un peu la place du marché là-bas. On traverse le fleuve et on installe sa vie sur les deux rives. Il est donc très difficile de gérer l'immigration. Alors vous nous avez parlé de l'immigration, mais il y a un autre sujet qui a interpellé les sénateurs, c'est la lutte contre l'orpaillage illégal. Et oui, cette activité illégale est très développée en Guyane. Regardez les chiffres, il y a actuellement plus de 6 000 orpailleurs illégaux. 10 000 tonnes d'or sont extraites chaque année. Et il y a du mercure qui est utilisé dans cette extraction et cela contamine les populations. 95% de la population du Haut-Maroni présente des normes supérieures de mercure, des normes supérieures à la normale. Et puis enfin, les sénateurs ont travaillé sur la lutte contre le trafic de drogue et notamment sur cette exploitation des mules, ces personnes qui doivent faire passer de la drogue par avion vers la métropole. Donc voilà, pour tous ces sujets, les sénateurs vont rendre leur rapport au début de l'année 2020. Merci beaucoup Alex pour ces explications. Monsieur le sénateur, on va parler de cette lutte contre l'immigration. Alex, rappelez ce chiffre, 30% de la population est d'origine étrangère en Guyane. Comment la Guyane gère cet afflux de migrants? L'intervention de monsieur, là, il y a quelques secondes, reflète parfaitement la situation. Est-ce que j'aurais quelque chose à rajouter? Je pense qu'il a été meilleur que moi. Oui. Non, mais sur la gestion, est-ce que l'État vous aide suffisamment? Alors, écoutez, quand en une année, on passe à 439% d'augmentation de demandeurs d'asile, vous avez compris que la Guyane est devenue un territoire attractif, attire, comme l'avait dit Michel Rocard en 1991, toute la misère du monde. Parce que nous sommes en Amérique du Sud, mais nous sommes à la fois l'Europe et la France, avec les avantages qui confèrent notamment la question de l'euro et des avantages sociaux et de la sécurité sociale et tout ce qu'il y a derrière. Ce qui veut dire que tout le monde vient en Guyane. 100 nationalités sont représentées en Guyane. Et la principale cause de l'immigration vient du fait que la Guyane est devenue, ce territoire, comme j'ai dit il y a quelques instants, un territoire attractif. Et du coup, c'est difficile à gérer pour les élus sur place, notamment ? Pas seulement les élus, pour la population. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de centre d'accueil. Au moment où je vous parle, il y a une cinquantaine de Syriens, de Palestiniens et de Kurdes qui dorment sur une place. Parce qu'ils ont fait un circuit invraisemblable. Partis du Proche-Orient, ils ont traversé l'Afrique, ils sont arrivés au Brésil. Du Brésil, ils sont arrivés en Guyane, vous avez vu. Nous partageons avec le Brésil 750 km de frontières. C'est la première frontière de l'Union européenne avec un pays non européen. Eh bien, ces Kurdes sont là, ils attendent, et ces Palestiniens, ils attendent désespérément qu'on leur donne le ticket d'entrée vers l'Europe.
Vous l'avez compris, c'est l'Europe qui les intéresse. Édouard Philippe a annoncé des mesures pour lutter contre l'immigration. On a retenu notamment ces fameux quotas d'immigration. Est-ce que pour vous, ça serait une solution? Ça ne changerait rien? Alors, écoutez, je veux bien croire. Comment voulez-vous contrôler 1250 km de frontières? Moi, je pense que sur le plan diplomatique, la France devrait changer d'attitude avec les pays voisins. Parce que les clandestins viennent souvent de Saint-Domingue, d'Haïti, de la Caraïbe, du sud de l'Amérique du Sud. Alors ça veut dire quoi, changer d'attitude? Eh bien, il faut avoir des relations diplomatiques beaucoup plus denses, beaucoup plus serrées avec nos voisins. Pour trouver des accords avec les pays, le Suriname d'un côté et le Brésil, pour éviter qu'on laisse facilement rentrer les gens en Guyane en passant par le Brésil. Parce qu'aujourd'hui, ils rentrent trop facilement. Mais vous savez, vous rentrez, on vous renvoie tout de suite à la frontière, 10 minutes après, vous êtes de retour en Guyane. Autre sujet qui concerne la Guyane, c'est la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans. Elle a été rendue obligatoire en France depuis cette rentrée, mais pour vous, c'est compliqué, voire impossible de la mettre en place en Guyane. Il y a ce chiffre, 30% des enfants de moins de 3 ans ne sont pas inscrits faute de place pour les accueillir. J'ai voté la loi confiance parce que je considère que rendre la scolarité obligatoire à 3 ans, c'est une bonne chose. Sauf que j'avais averti le gouvernement et le ministre, M. Blanquer, que pour la Guyane et peut-être Mayotte aussi, ça aurait été compliqué. On ne peut pas rendre une loi applicable 6 mois après qu'elle est votée sans qu'on ait été sûr à un moment donné qu'il y avait des centres, en fait des écoles pour les accueillir. Et Jean-Michel Blanquer est resté sourd face à vos alertes? Non, pas du tout. J'ai présenté un amendement pour pouvoir accélérer le processus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conception, réalisation dans le cadre des marchés publics pour aller beaucoup plus vite. Mais nous savions très bien que pendant 3 ou 4 ans, nous ne serions pas en mesure d'accueillir tous les enfants, notamment dans l'île de Cayenne. Et vous l'avez dit, 30% des enfants ne seront pas scolarisés à la rentrée. Vous nous dites que d'ici, il faudra attendre 3 ou 4 ans pour que tous les enfants de Guyane puissent être scolarisés dès l'âge de 3 ans? Si on accélère la conception et la réalisation, disons en construisant en matériaux légers, qu'à la rentrée de 2020, au plus tard 2021, tous les enfants seront scolarisés. Des efforts conséquents ont été faits par les maires, et il faut le reconnaître. Mais nous sommes encore très loin du résultat. Est-ce que vous diriez qu'il y a une inégalité d'éducation, d'accès à l'éducation entre la métropole et les territoires d'outre-mer? C'est clair, lorsque aujourd'hui on scolarise des enfants à l'âge de 3 ans, sur tout le territoire hexagonal, et dans une partie de l'outre-mer et qu'en Guyane, et peut-être à Mayotte, que beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. Moi, je plaide pour la double vacation. Alors, c'est vrai que ça fait hurler les syndicats, mais au Brésil et au Suriname, chez nos voisins, faute de place dans les écoles, eh bien, il y a la double vacation, une partie le matin, l'autre l'après-midi, et ça fonctionne très bien. Un mot sur un autre sujet, c'est les médecins. La Guyane est qualifiée de plus grand désert médical de France. L'accès aux soins n'y est pas garanti partout. Vous militez, je crois, pour la création d'un CHU. Oui. Le gouvernement, là aussi, reste sourd à votre demande? Alors, je ne dirais pas que le gouvernement reste sourd. J'ai moi-même participé à un mouvement en 2017 qui a duré 75 jours. J'étais un de ceux qui a participé aux négociations pour trouver un accord au centre hospitalier de Cayenne. Oui, il nous faut un CHU. Parce que les conditions sont réunies. Nous avons une université, nous avons des enseignants-chercheurs. Il nous faut ce CHU pour franchir le saut qualitatif en matière de santé, puisque il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se faire soigner dans des conditions normales. Nous avons tous les ingrédients, l'obésité, nous avons un certain nombre de difficultés, toutes les maladies persistantes et la précarité, notamment les personnes qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas acceptées dans les hôpitaux parce que ça pose un certain nombre de problèmes de place. Il faut absolument et puis alors, le désert médical. Nous avons ce qu'on appelle le désert médical. Nous plaidons pour que dans les médecins généralistes et spécialistes de Cuba avec qui nous sommes en train de négocier puissent venir en Guyane, comme cela se passe dans beaucoup de pays d'Amérique latine. On a toujours tendance à oublier que nous sommes sud-américains, géographiquement en tous les cas. Allez, autre sujet, ce sont les risques climatiques. Risques climatiques qui sont une préoccupation pour les élus en général, mais plus particulièrement pour les élus d'outre-mer confrontés à des phénomènes spécifiques. En septembre 2017, l'ouragan Irma ravageait Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 2 ans après, la reconstruction est toujours en cours. Après un premier rapport consacré à la prévention des risques et à la gestion de l'urgence en cas de catastrophe naturelle, la délégation sénatoriale aux outre-mer à laquelle vous appartenez s'est intéressée à la reconstruction et à la résilience de ces territoires. Regardez ce sujet de Flora Sauvage et Jérôme Rabier. 2 ans après le passage de l'ouragan Irma,
La reconstruction est loin d'être achevée. Saint-Barthélemy est reconstruite à 87%, mais Saint-Martin n'est reconstruite qu'à 49%. Dans leur rapport, les sénateurs de la délégation aux Outre-mer émettent des réserves sur les dispositifs engagés par l'État. Le pilotage doit être défini après un événement comme celui-là. Alors, il nous semble que c'est à l'État de le proposer, mais il ne peut pas le proposer seul et ne peut pas l'imposer à des collectivités qui ont chacune un statut particulier. Les collectivités qui étaient directement concernées par le phénomène Irma sont des collectivités dotées de l'autonomie. Au-delà du bilan, les sénateurs pointent du doigt l'évolution des risques, mais aussi l'urgence climatique. Au regard des situations climatiques à venir qu'on nous annonce plus fréquentes et plus fortes, que nous ne nous retrouvions pas dans la même situation de faiblesse qu'aujourd'hui. Les sénateurs préconisent de revoir le plafonnement du fonds Barnier d'indemnisation. Ils proposent également la création d'un fonds vert doté de crédits budgétaires. Antoine Karam, est-ce que vous diriez que l'État a mal fait, n'a pas assez fait pour la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy? 2 ans après, cette reconstruction n'est toujours pas finie. Moi, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus réactif. Et mes collègues ont bien raison. Parce que tout le monde sait que ce sont des zones sismiques et cycloniques. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique et la Guadeloupe. Donc plus réactif dans l'anticipation. Dans l'anticipation. On attend toujours que ça arrive pour pouvoir agir. Alors à partir de ce moment-là, on subit les conséquences. De mon point de vue, il faut maintenant anticiper, comme je le répète, pour pouvoir agir beaucoup plus vite. Il faut y mettre les moyens. Éviter qu'en matière de construction, que l'on se laisse construire là où il ne faut pas, parce qu'on est soumis à des effets dont les conséquences, vous les avez observées, ont entraîné des dégradations et des dégâts considérables. Et 2 ans, effectivement, ça n'est jamais suffisant. Il faut agir encore beaucoup plus vite. Mais est-ce que vous diriez que les leçons ont été tirées, que désormais les territoires d'outre-mer sont armés face à ces risques climatiques ou toujours pas? Écoutez, alors moi je parle de risques sismiques, cycloniques. Les risques climatiques arrivent puisqu'il y a un réchauffement de la planète. Moi, en Guyane, je ressens le réchauffement climatique aujourd'hui. Nous sommes dans une zone amazonienne, une forêt amazonienne protégée en Guyane, mais il y a les voisins qui sont à quelques encablures. Il faut absolument que l'on voit beaucoup plus loin, que l'on regarde sur les 30 prochaines années, parce que tout le monde sait que tous les 2 ans, tous les 3 ans, il y a des risques. Et ce sont des zones exposées. Alors, vous parliez de la forêt amazonienne, il y a ce fameux projet de montagne d'or, c'est un projet de mine d'or dans la forêt amazonienne. Est-ce que vous avez la certitude qu'il ne se fera pas? C'est ce que dit le gouvernement pour le moment, mais est-ce que pour vous c'est sûr ou est-ce que le gouvernement tente de gagner du temps sur cette question? Alors, le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces qui a un peu apaisé les tensions parce que c'était une affaire très passionnelle. Et au bord de l'affrontement physique entre les partisans de la montagne d'or et ceux qui contestent l'arrivée de cette mégamine sur le territoire guyanais. Partisans de la montagne d'or qui voyaient notamment des créations d'emplois. Des créations d'emplois et puis un aménagement du territoire aussi, électricité, eau potable, infrastructures routières. Le gouvernement donc a annoncé qu'il allait faire arrêter, sauf que les demandes de permis existent toujours. Alors, moi, je crois que tout devrait être réglé si finalement nous arrivons à avoir un code minier attendu depuis d'un siècle. Le code minier qui mettrait un cadre fixe, réglementaire, pour pouvoir éviter que l'on puisse venir en Guyane et faire de n'importe quoi. Le problème de l'activité aurifère en Guyane, ce n'est pas le problème de l'activité organisée, structurée, c'est le problème de l'orpaillage illégal. 10 tonnes d'or, ça a été montré il y a quelques quittent la Guyane chaque année et dégradent la forêt guyanaise et c'est irréversible. Allez, puisqu'on parle de la Guyane, on va regarder ensemble la revue de presse de la Guyane et c'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence par France-Guyane.
Et oui, et justement, France Guyane parle de ce fameux projet de la montagne d'or, méga mine d'or qui fait polémique et qui a été abandonnée cette année par Emmanuel Macron car elle ne correspond pas aux critères environnementaux. Mais pour les partisans de ce projet de la montagne d'or, eh bien, le combat continue et notamment pour le président de l'association des maires de Guyane, David Richet, qui veut mettre la pression sur Emmanuel Macron. Il lui a écrit plusieurs courriers pour relancer ce projet et surtout pour retrouver un rapport du gouvernement sur la faisabilité de ce projet de la montagne d'or, un rapport que devait publier le gouvernement après la visite des ministres en 2018, mais pour l'instant aucune trace de ce rapport sur la montagne d'or. Et donc David Richet a décidé de saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour mettre la main sur ce précieux document. Et puis on va parler de Guyane Première, Alex. Et oui, on va parler toujours d'exploitation minière sur le site d'information Guyane Première, alors que cette fois-ci on va parler du projet, en tout cas de l'exploitation de la crique Nelson, qui est une mine d'or qui est exploitée sur le fleuve Kourou, et la justice administrative va se prononcer cette semaine pour l'arrêt ou non de cette exploitation de la crique Nelson, à la suite du recours d'associations, notamment de guides touristiques, qui sont opposés à cette exploitation minière qui porte un gros coup à l'activité touristique et notamment aux visites via des pirogues sur le fleuve Kourou. Et cette crique Nelson représente également un risque écologique puisque l'exploitation aurifère se fait près d'un bassin d'eau potable qui alimente les villes alentours et notamment la ville de Kourou. Il y a donc un risque. Réponse de la justice cette semaine. Merci beaucoup, Alex. Vous voulez réagir à cette information, monsieur? Alors, je voudrais surtout avoir une pensée pour le quotidien France-Guyane, qui est en très grande difficulté en redressement judiciaire avec les risques de liquidation judiciaire. C'est la presse quotidienne, c'est la presse locale, c'est la presse papier qui est en danger en Guyane. Et nous avons besoin d'un outil d'information que l'on puisse penser que ça ne nous donne pas toujours satisfaction ou pas, mais elle existe. Alors un gros soutien aux 35 personnes qui sont en Guyane et aux 200 autres qui sont aux Antilles avec France Antilles. France Antilles et France-Guyane sont en grande difficulté en ce moment. Alors, s'il s'agit de réagir, bon, je pense que... Le message de soutien est voilà, c'est passé. Le plus important. Allez, de la Guyane, on va se rendre à la Réunion. On va retrouver nos confrères du journal de l'île de la Réunion, depuis Saint-Denis de la Réunion. Bonjour Lucas Garcia, merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du journal de l'île de la Réunion. On va parler de cette journée consacrée aux Outre-mer en ouverture du Congrès des maires de France. Et cette journée, eh bien, elle ne passe pas forcément très bien du côté de la Réunion. C'est ça, c'est un peu un marronnier, comme on dit dans le jargon journalistique. Ce congrès des maires, c'est un sujet récurrent ici chez nous, parce que la Réunion est largement représentée, avec certaines fois des problèmes d'opacité sur le financement de certains voyages. Donc tous les ans, on s'intéresse un petit peu à ça. Il faut savoir qu'il y a une très grosse délégation de Réunionnais qui fait le voyage vers la métropole. L'année dernière, au dernier recensement, on était à près de 200 participants réunionnais. C'est assez énorme, ça représente une moyenne de 8 représentants par commune. Et voilà, à chaque fois qu'on le traite, ça devient souvent une affaire politique et polémique, où l'année dernière, de nombreux maires embarrassés avaient été obligés de se justifier et de réagir à nos révélations. Alors en cause, le prix de ce voyage, combien ça coûte? C'est ça, effectivement, quand on est sur une base de à peu près 200 séjours, c'est ce qu'on recense ces dernières années. On est sur une estimation basse de 2 500 € par personne. Donc, on arrive à un coût de près de 500 000 €. Donc, c'est un coût pris en charge par l'Association des maires de la Réunion et les mairies elles-mêmes. Mais dans tous les cas, c'est de l'argent public. Et 500 000 €, c'est une somme très importante. Quand on peut rappeler qu'ici, à la Réunion, il y a 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et qu'il y a 30% de la population qui est au chômage. Et pourtant, les élus, les maires de la Réunion, eh bien, ils travaillent lors de ce congrès des maires. Alors, en théorie, oui, au Congrès des maires, on travaille. Le programme, vous l'avez dit, propose divers ateliers, des réunions, des conférences. Mais le suivi du planning reste à la discrétion des participants. Et c'est un peu ce qui nous chagrine ici. C'est là que ça devient souvent intéressant pour nous. C'est qu'on a pu le constater par nos propres moyens à chaque édition du Congrès. On retrouve finalement peu d'élus réunionnais dans les allées du Congrès. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut plutôt se rendre sur les grands boulevards et dans les grands magasins parisiens pour les voir, pour les apercevoir. Noël approche, ce voyage à Paris, c'est souvent l'occasion de faire des emplettes en prévision des fêtes. On a l'exemple plutôt cocasse d'une élue qui, l'année dernière, manquant totalement de discrétion, publiait sur Facebook les clichés de sa semaine au Congrès des maires. Alors on y retrouvait les grands classiques d'un séjour dans la capitale. Il y avait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Disneyland. Mais finalement, assez peu de choses sur le Congrès lui-même. Et vous en doutez, ça avait beaucoup fait réagir ici.
Pourtant, c'est un congrès qui, cette année, se déroule dans un contexte particulier, y compris pour les Outre-mer. On vous a perdu, Lucas Garcia. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous depuis Saint-Denis de la Réunion. On va peut-être voir quand même la une de votre journal, la une du journal de l'île de la Réunion ce matin. Antoine Karam, on voit que ça fait polémique, notamment sur le coût du voyage. Mais quand même, est-ce que cette journée consacrée aux élus d'outre-mer, finalement, elle n'est pas importante pour ces élus? Alors d'abord, je n'ai pas pour principe de faire de l'ingérence dans les affaires intérieures des territoires. Ça fait moins de polémique en Guyane. Oui, enfin moi je n'ai pas entendu de remontrances, enfin en tout cas de polémiques liées à la venue sur le territoire hexagonal de maires qui viennent en principe pour travailler. Pour travailler puisque les sujets sont prenants. D'abord, ce sont des rencontres. Il y a 36 000 communes au niveau hexagonal et en outre-mer. Donc ce sont des maires qui se déplacent de partout, de tous les outre-mer, qui viennent à la rencontre pour des échanges d'expériences avec leurs collègues. Ensuite, il y a des sujets très sensibles qui touchent les outre-mer. Je veux parler de la fiscalité locale. Donc on est que les ressources ne sont plus au rendez-vous. Et à ce titre, mon collègue du Sénat, Georges Patient, et mon collègue de l'Assemblée nationale, M. Cazeneuve, devraient présenter au Premier ministre dans les jours qui viennent un rapport sur la fiscalité locale. Un mot rapidement, puisque vous parlez de fiscalité, sur ce budget, budget des Outre-mer en baisse de 100 millions, notamment en raison de crédits non consommés, c'est ce que dit Annick Girardin. Qu'est-ce que vous dites? Alors, quand le budget va arriver au Sénat, j'aurai l'occasion de m'expliquer, de donner mon sentiment. C'est vrai que nous avons des problèmes d'ingénierie, de sous-consommation des crédits dans les Outre-mer parce que les communes, souvent, qui ont des projets, n'arrivent pas à les rendre opérationnels, faute d'organisation, et c'était un vrai sujet. Je voudrais parler aussi du droit à la différenciation, qui est un sujet qui sera abordé pendant le Congrès, et puis aussi la dotation globale de fonctionnement, où il faut une véritable réforme pour pouvoir rendre beaucoup plus opérationnelles nos collectivités. Et tous ces sujets, bien sûr, ils seront largement abordés durant cette semaine du Congrès des maires. Merci beaucoup, Antoine Karam, d'avoir été avec nous ce matin. On suivra la réunion des élus d'Outre-mer à la Maison de la Mutualité. Ce sera à suivre en direct sur Public Sénat à partir de 14h avec Pierre-Henri Gergonne. Dans moins de 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. C'est François Barouin, maire de Troyes, président de l'Association des maires de France. Nous parlerons des grands enjeux de ce congrès et de l'état d'esprit et des attentes des maires. Mais d'abord, on va voir un extrait de Parlement Hebdo. C'est l'émission qui refait la semaine parlementaire. Katia Guilder et Tam Tranier recevaient Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat. Il est revenu sur cette colère des sénateurs qui ont rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dénonçant un mépris du Parlement de la part d'Emmanuel Macron. On s'est foutu de nous, a-t-il dit. On l'écoute. Hervé Marseille, ils nous prennent pour des idiots, a déclaré Alain Milon. Bruno Retailleau parle de théâtre d'ombre. Vous aussi, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui ? Oui, c'est bien que le président de la République prenne en considération les attentes du monde hospitalier, mais tout ça n'est pas nouveau. On le sait depuis que Mme Aubry a installé les 35 heures. L'hôpital va de mal en pis et il eût été bon qu'on mette déjà des mesures dans ce budget social. On découvre soudainement qu'il y a un problème parce qu'il y a des milliers de praticiens dans les rues de Paris. Le tempo pour le Parlement est quand même très fâcheux. Au moment où on est en train d'examiner le budget, le président de la République annonce dans la Marne qu'on va prendre des mesures. Bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez un président qui préside, il est le seul à décider. Le gouvernement qui normalement détermine et conduit la politique de la nation obtempère. L'Assemblée nationale, dans sa majorité, valide. Et puis après, c'est la rue. Il n'y a plus de parti, il n'y a plus de syndicats, on discute avec personne. C'est dangereux. Bien sûr. Au début d'une crise institutionnelle pour vous ? Ce n'est pas une crise institutionnelle, c'est un problème institutionnel qu'il faut résoudre. On voit bien que le système ne fonctionne pas. Attendez, on ne va pas faire une discussion fictive sur un budget fictif. Je veux dire, on nous annonce des mesures fortes. Fortes. Ça veut dire que le budget, il ne contient pas ces mesures-là. Il faut bien qu'on adapte les choses. Et donc, on examine le projet quand il arrivera, c'est-à-dire la semaine prochaine, au Conseil des ministres. Et puis, ça reviendra en deuxième lecture au Sénat. Donc, qu'est-ce qui a été décidé ? C'est de dire, écoutez, déjà, au début de la semaine, après les déclarations dans le journal du dimanche concernant d'Agnès Buzyn, qu'on faisait parler, ce n'était pas elle directement.
Madame Buzyn avait dit mais non, mais tout ça c'est pas vrai, on nous raconte des histoires, vous en faites pas, tout ça est en discussion. Maintenant, le président exprime des informations qui correspondent à ce qui était déjà dans la presse. Donc, c'est qu'on s'est foutu de nous. Et à partir de là, on arrête de discuter, puis on examinera les projets quand ils viendront dans le budget. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se prépare selon vous? Un plan Marshall pour l'hôpital public? Est-ce que c'est ça qu'il faudrait? Il faut beaucoup plus de moyens. Malheureusement, là, le budget prévoyait une impasse d'1 milliard. Ce qu'on appelle l'ONDAM hospitalier, c'est-à-dire l'augmentation des dépenses prévues. C'est beaucoup. De 1. C'est beaucoup. C'était que de 1. On dit qu'il faudrait au moins 4. Oui, ils en demandent 4, les hospitaliers. C'est peut-être un peu beaucoup par rapport à nos moyens, il faut rester raisonnable. Dans l'idéal, il faudrait trouver 8 milliards de plus chaque année pour pouvoir répondre aux besoins naturels. Est-ce que ça, c'est possible? Mais il faut discuter et il faut trouver les moyens d'adaptation. À l'évidence, il faut remettre des moyens pour la santé. On ne peut pas continuer comme ça. Et notre invité politique ce matin, c'est François Baroin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire Les Républicains de Troyes, président de l'Association des maires de France. Et vous publiez ce livre, Une histoire sentimentale. C'est aux éditions Albin Michel, Notre République par les villages et les villes. On aura l'occasion d'en parler. Vous êtes avec nous pendant 30 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Et par Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. On va commencer, avant de parler bien sûr de ce congrès des maires, François Baroin, par ce qui s'est passé samedi, notamment à Paris, ces violences dans la manifestation des Gilets jaunes, notamment la mairie du 13e qui a été attaquée. Quelle a été votre réaction en voyant ces images ? Une réaction comme tous les Français, une réaction d'épouvante, d'un constat de violence, d'une société incroyablement déstabilisée, déstructurée, avec peu de repères, des black blocs qui s'infiltrent dans une manifestation qui exprime un cri, une volonté de reconnaissance. Il n'y a qu'une réponse à cela, c'est au fond la force du droit. Et la force du droit, c'est la force de la République qui a le droit de se défendre contre le droit de la force, c'est-à-dire des anarchistes qui prennent le pouvoir et qui veulent déstabiliser nos institutions. Mais c'est-à-dire plus de fermeté ? C'est ça que vous demandez ? Mais la fermeté, c'est un cycle. C'est pas juste des policiers qui essayent de protéger les bâtiments publics, les espaces publics, les biens, les personnes. Ça, c'est la République a le droit de mettre en place un dispositif républicain de protection. Mais c'est derrière des interpellations, un parquet, une ligne pénale, avec des comparutions immédiates et puis une réponse apportée par la justice qui soit à la hauteur des attentes de la société. Et la société a besoin de protection à tous les niveaux, dans toutes les directions, et une protection des biens, des personnes, des symboles. Stéphane Vernet. La société a besoin de protection. On voit aussi qu'il y a de nombreux foyers de contestation en cours en ce moment entre les étudiants, les hôpitaux, les cheminots. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé ce week-end augure quelque chose de négatif ou de problématique pour la mobilisation du 5 décembre ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, en tout cas ce qui remonte du terrain, c'est qu'il y a une convergence des luttes. C'est un propos politique de gens qui sont plutôt des animateurs sur les franges et sur les extrêmes. En revanche, des revendications de toute dimension liées à ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire la protection sociale. Je parlais de la protection de la sécurité, mais ce besoin de protection, nous les maires, on le voit au quotidien. On est les protecteurs sur l'environnement, on est les protecteurs du coin de la rue, on est les protecteurs de l'éclairage public, on est les protecteurs de l'amélioration du quotidien. Ce besoin de protection, c'est certainement ce qui rassemblera du monde, probablement, et qui sera le fil directeur qui permettra à l'État, au gouvernement, au président de la République de tirer les leçons et de voir quel est le cadre protecteur. La mondialisation effraie. Le bout du monde est inquiétant, le coin de la rue est encore à peu près visible, il doit être protégé. C'est un peu cela que demanderont les gens, je pense. Pascal Jalabert, on va parler de ces violences qui touchent les élus. Oui, alors justement, les élus, quand ils n'ont pas été victimes eux-mêmes d'agression, ils commencent à dire, attention, on n'a plus les moyens d'assumer notre rôle de police, notre rôle de sécurité. Il y a les incivilités, il y a les agressions physiques, verbales. Quelle réponse l'État doit apporter à ces maires ? Alors, s'agissant des maires, les maires sont en première ligne. Ils sont effectivement, depuis plusieurs années, eux-mêmes contestés pour certains dans la représentation, l'incarnation de l'autorité, par des minorités, mais des minorités de plus en plus violentes, par un dispositif de communication où l'insulte devient le lieu commun du vocabulaire et du dictionnaire adressé à ceux qui dirigent. Mais le cadre doit être un cadre fort d'institutions qui sont solides. On a un modèle républicain qui est puissant. Il faut juste que la République soit puissante et forte là où elle est exigée, là où elle est demandée. Protection sociale, protection de proximité, protection dans toutes les directions.
que doit faire l'État. S'agissant des maires et des collectivités locales, ça fera l'objet de nos débats avec le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. On nous a retiré plus de 15 milliards en l'espace de 4 ans. 15 milliards, c'est 25% d'investissement public en moins. C'est l'affectation de moyens en moins pour les services publics. Donc déjà, cette problématique budgétaire, elle est essentielle, elle est fondamentale. Après, c'est un cadre légal, c'est l'application de loi, c'est un dispositif, et c'est le couple police-justice qui doit bien fonctionner. On va en reparler de ces finances, mais il y a un appel qui a été lancé hier dans le journal du dimanche par une cinquantaine de maires contre les incivilités du quotidien. Ils demandent à Emmanuel Macron et Édouard Philippe plus de moyens humains, financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, les maires ont encore les moyens d'assumer la tranquillité publique et est-ce que l'État garantit encore la sécurité ? Ça dépend des villes, ça dépend de la situation budgétaire, ça dépend également des priorités qui ont été données il y a quelques années. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas créer ou monter des polices municipales. Les armées, la plupart du temps, les conseils municipaux aujourd'hui s'alignent sur une demande à peu près générale de la population de protéger les policiers municipaux ou les gardes champêtres avec ces équipements qui coûtent cher. Et de l'autre, constater que lorsqu'une ville fait un effort, l'État réduit son degré d'implication. Là, je pense qu'il y a un problème d'équilibre. Il y a des zones qui sont plus sensibles, il y a des zones qui sont plus tendues. Vous avez des zones où il y a un peu plus de concentration, de violence, de rixes, pas que de problématiques de tranquillité du voisinage. Je le rappelle, l'ordre public, c'est l'État. Ce qui s'est passé samedi, c'est pas de la tranquillité du voisinage. C'est de l'ordre public, c'est de la grande violence. Donc la maire de Paris ne peut pas être en première ligne, c'est à l'État d'être en première ligne là-dessus. On paye des impôts pour ça, d'une certaine manière. Est-ce que l'État a failli samedi ? Je ne dirais pas ça, c'est un sujet très compliqué. Le préfet de police organise, après c'est de la gestion, ensuite il y a du retour d'expérience, il y avait un chantier, du matériel. Je dirais que là c'est aux professionnels de le voir. La sécurité, c'est vraiment des métiers de professionnels. Allez, on va parler de ce congrès des maires qui s'ouvre aujourd'hui, Stéphane. Alors, on vient beaucoup de parler de violences et d'agressions physiques ou verbales faites aux maires, notamment, vous avez, sans les citer, évoqué les réseaux sociaux. D'une manière plus générale, dans quel état d'esprit sont les maires à l'ouverture de ce 102e congrès ? Dans quel état d'esprit êtes-vous vous-même ? Alors moi, je suis dans un état d'esprit de grande responsabilité à l'égard de cette association qui est une institution magnifique et qui aura l'honneur de recevoir le président de la République, le Premier ministre, bon nombre de ministres, mais aussi des intervenants du monde associatif, du monde syndical, du monde privé. C'est un moment magnifique, le Congrès des maires. C'est la République qui se rassemble à Paris. On va avoir 15 000 congressistes. C'est un honneur de pouvoir tous se retrouver ensemble, de partager. Et les maires, comment vont-ils ? Le contexte est particulier puisque c'est le dernier congrès de cette mandature. Donc c'est un mandat, moi je trouve que j'en suis à 4 mandats, c'est probablement en tout cas sur les 4 vécus le plus difficile. Le plus difficile sur le plan des moyens alloués aux missions qui sont les nôtres et qui sont des missions de service public de proximité, qui sont des missions humaines, de cohésion sociale, qui sont des missions d'accompagnement des plus fragiles, qui sont aussi des missions de développement. On est des chefs d'entreprise, on anime des équipes, on a une vision du développement du territoire. On nous a retiré, je l'ai dit en introduction, beaucoup de moyens. C'était une erreur. Nous l'avons dit à l'époque, personne ne nous a entendus. On a dit, il y a 5 ans, que ça allait avoir des conséquences sur le financement des services publics. Tout service public, de l'école jusqu'au club de personnes âgées, en passant par les subventions pour les associations qui tiennent des complexes sportifs, qui permettent à des jeunes des quartiers d'être aussi un peu aspirés vers le haut. On a dit également que ça aurait de l'impact sur l'économie, puisque nous portons 75% de l'investissement public. On ne nous a pas entendus. 25% en moins, ça veut dire moins d'investissement sur les routes, moins d'investissement sur les parcs de développement économique, ça veut dire des zones artisanales qui ont eu un peu moins d'accompagnement. Tout cela, d'une certaine manière, s'est concentré dans le mouvement social qu'on a vécu tout au long de cette année. Et ça, je pense que c'est ce message-là qui sera porté, mais aussi avec des gens qui sont passionnés de leur village, passionnés du travail et du service avec les autres, passionnés de l'intérêt général, passionnés de la République. Et on voit bien qu'il y a une remontée. Un maire sur 2 ne se représentera pas, mais un maire sur 2 se représentera. On a une interrogation sur les communes de moins de 3000. Les chiffres ont un petit peu changé. L'année dernière, on avait beaucoup parlé de ce chiffre, un maire sur 2 qui ne veut pas se représenter. C'était plus d'un maire sur 2 il y a un an. La nouvelle enquête du Cevipof montre qu'ils sont 28% à être certains de ne pas se représenter. On est dans un taux de renouvellement assez classique finalement. Est-ce que vous diriez que vous avez été trop alarmiste ou est-ce que les chiffres du Cevipof sont en trompe-l'œil ? Alors les faits sont implacables et ce sont les chiffres lorsque vous interrogez 15 000 personnes. Ce n'est pas un sondage sur 600 personnes, c'est 15 000 personnes. Donc lorsqu'il y a 15 000 personnes qui, dans un mouvement global, disent ne pas vouloir se représenter à hauteur de 60%, c'est pas un commentaire, c'est un fait. Et on dit, c'est un sujet. C'est un sujet lié à la loi NOTRe, nous l'avons déjà dit, ces intercommunalités XXL qui ont fait désespérer un certain nombre de maires adjoints et de conseillers municipaux.
Ce que l'on ne refera pas ou ce que l'on ne pourra pas corriger, c'est le nombre de démissions spectaculaires de gens élus pour la première fois en cours de mandat. En revanche, on a un point d'interrogation qui est peut-être plus significatif par rapport à la précédente mandature, qui est justement les communes de moins de 3000 habitants, où on risque d'avoir non pas une absence de candidats pour des postes de conseillers municipaux, de maire adjoint, mais une absence de candidats pour des postes de maire. Vous estimez à combien le nombre de communes qui pourraient se retrouver sans candidats? Difficile, c'est très variable selon les départements, mais globalement, un département de 250 000, 300 000 habitants, typiquement français, une préfecture, 30 000, 40 000 habitants, vous pouvez avoir 30-40% de communes qui risquent de se retrouver dans la situation de choisir un maire au dernier moment. Mais le changement de ton de l'exécutif à l'égard des maires au cours de l'année, est-ce qu'il n'a pas été de nature à modifier les choses, à améliorer les choses dans un échange que vous avez eu avec Le Monde, qui a été publié ce matin, vous dites que la façon dont l'exécutif s'est comporté avec les maires était une faute. En même temps, les choses ont beaucoup changé au cours de l'année qui vient de s'écouler. Est-ce qu'il n'y a pas un déclic en cours de route? Oui, bien sûr. On le dit d'ailleurs. Il y a un avant et un après Gilets jaunes, incontestablement. Le chef de l'État avait choisi, sous forme de pari d'ailleurs, assez audacieux, d'organiser un grand débat et de s'appuyer sur les maires. Le grand débat sous la forme, c'est-à-dire aller voir les gens, discuter avec eux, quels sont vos problèmes, enfin, c'est tous les jours, depuis toujours, pour tous les maires, depuis que la République existe et depuis que les maires sont en responsabilité. Donc le principe du grand débat ne nous choquait pas. En revanche, les réponses ne pouvaient pas être apportées par les maires, puisque la plupart des questions qui étaient posées étaient des questions posées à l'État. La CSG, la fiscalité, l'augmentation du fioul, la problématique du 80 km/h, ce n'était pas les maires. En revanche, nous avons joué le jeu, parce que nous plaçons l'intérêt général et la défense de la République au niveau le plus élevé. C'est notre mission. Et j'ai l'habitude de le dire, et je l'ai dit d'ailleurs à Emmanuel Macron, nous sommes sa garde nationale. Les maires sont la garde nationale du président de la République. Il incarne les institutions. Il était naturel que nous soyons soit des facilitateurs, soit des animateurs de ce débat. Ensuite, il a tiré des leçons. Et dans ces leçons, nous avons entendu quelque chose qui nous a intéressés, qui était de dire, vous souhaitez une plus grande vague de décentralisation, c'est-à-dire de liberté locale, eh bien chiche, on va travailler ensemble. Mais pour l'instant, tout est à écrire sur cette problématique. Et la convergence, pour le coup, non pas des luttes, mais des points de vue, est encore quelque chose qui devra s'écrire ou s'imaginer au lendemain des municipales. Après, la taxe d'habitation, elle reste en travers de la gorge. On va en parler. C'est un sujet qui n'a pas évolué. Bon, mais malgré tout, on se voit, on est autour de la table, nous discutons. C'est le rôle de l'AMF d'être le partenaire de l'État sur tous ces sujets. Et c'est une attitude du gouvernement qui est plus appréciable et qui ne nous traite plus non plus en effet comme un corps intermédiaire de l'ancien monde, mais comme en quelque sorte des serviteurs de la République, au premier rang desquels nous pouvons aussi protéger l'État et le gouvernement dans ses missions. On va parler de la taxe d'habitation. Oui, alors justement la taxe d'habitation, le gouvernement a quand même rendu du pouvoir d'achat aux Français en la supprimant pour beaucoup de nos concitoyens. Vous contestez cette réforme et en plus on vous a rendu une partie de la taxe sur le foncier bâti. Donc pourquoi contester cette réforme? Alors, on pourrait débattre entre spécialistes sur est-ce que ça donne du pouvoir d'achat ou pas, parce que je vous rappelle quand même que la taxe d'habitation, avant la décision de Macron de la supprimer, elle était dégrevée pour 20% des gens, c'est-à-dire que vous aviez déjà 20% qui ne la payaient pas et vous aviez 23% qui étaient exonérés partiellement ou totalement. Donc on peut peut-être considérer que ça redonne du pouvoir d'achat à des gens qui en avaient déjà. Et vous dites que à l'AMF, vous dites que ça crée une inégalité, que ça favorise les plus riches finalement, cette réforme ? La meilleure preuve, c'est que la suppression de la taxe d'habitation va coûter plus cher pour les 20% restants que pour les 80% qu'on efface dans une première partie. Donc la structuration, c'est peut-être ça qui a amené Emmanuel Macron et ses équipes à imaginer la supprimer, c'est le caractère injuste. Enfin, si vous regardez tous les impôts, à commencer par celui qu'on nous donne, le foncier, c'est le même mitage. Et c'est la même inéquité. Sauf que le foncier, il est très concentré dans les petites communes. Il est évidemment moins concentré dans les grandes villes, où là, la taxe d'habitation était plus concentrée. Donc le transfert du foncier pour remplacer la taxe d'habitation du côté des communes, c'est le moindre mal. Mais enfin, ça reste un mal. Parce que ça a deux conséquences. Un, supprimer l'autonomie et la libre administration des collectivités locales pour les départements qui percevaient le foncier. Donc comment peut-on parler de décentralisation si on supprime la libre administration d'une collectivité fondamentale qui garantit la protection sociale et la solidarité? Ça, c'est un paradoxe qu'il faudra résoudre après les municipales. Et deuxièmement, on nous dit dès à présent que le foncier, il va y avoir des injustices, il va y avoir un coefficient correcteur, quelle est sa durée de vie? Est-ce que ce n'est pas les petites communes qui vont payer pour les grandes villes finalement? Surtout, on va réviser les bases aussi.
Alors en 2026, donc ça s'est gagé sur l'éternité. Si vous êtes capable de dire ce qui se passe, ça nous intéresse tous. Non, vous inquiétez. Et ce déséquilibre-là, il est incertain. Et on nous parle dès à présent aussi d'impôts de production. Donc de toute façon, il y a une question qui n'est pas stabilisée. Et j'ajoute que nous avons un regret du côté des maires de France, c'est que nous souhaitions, au fond, proposer au gouvernement d'être cohérent avec lui-même. C'est-à-dire, il a pris la décision de nationaliser la taxe d'habitation. Il a changé le contribuable. Il était local, il y avait le lien entre le territoire et l'habitant. Il payait sa taxe d'habitation, il savait qu'il avait le droit à des services, il pouvait revendiquer auprès des élus tel type d'investissement, etc. Il le nationalise. La nationalisation, techniquement, en finances publiques, c'est du dégrèvement. Il fallait qu'il soit cohérent et qu'il aille jusqu'au bout. Ça n'a pas été étudié, ça a été un peu écarté d'un revers de la main. Ça reste un regret. C'est un peu en travers de la gorge, mais enfin, on est des républicains, la loi a été votée, on va s'adapter. Que l'État cherche à supprimer les impôts locaux, finalement? Alors je pense qu'il y a une tendance, pour avoir dirigé Bercy, aussi bien au budget qu'à l'économie et aux finances, il y a une tendance lourde, en effet, de mettre en coupe réglée cette problématique de cette ligne qui s'appelle dotation aux collectivités locales. Et là, il faut mettre un coup d'arrêt. Mais ça, ce sont des décisions politiques. C'est au gouvernement, c'est au président de la République de dire attention, casse-cou. Et il faut mettre un coup d'arrêt définitif. Nous avons représenté 25%, nous les collectivités locales, de l'effort de réduction des déficits publics. Quand la dette de l'État, en termes de responsabilité, appartient à l'État à 80%. Et nous, on n'a que 5%, on nous demande 25%. Mais derrière, c'est de l'investissement, c'est du financement de services publics, c'est de l'aide aux associations. On vous demande de limiter à 1,2% la hausse de vos dépenses. C'est tenable ? C'est difficilement tenable selon les départements, les villes, les métropoles, les signataires. Et j'ajoute que c'est encore plus difficilement tenable au regard de l'année qui vient de s'écouler, puisqu'on nous a proposé un certain nombre de normes supplémentaires, des normes qui vont parfois dans la bonne direction sur des politiques que nous accompagnons, je pense dans l'éducation nationale, le dédoublement des classes, l'intégration des enfants de 3 ans, etc. Mais derrière, c'est des coûts. Et ce n'est pas remboursé à 100%. Donc notre principe, c'est simple, c'est ce qu'on dira au président de la République, qui paye, décide. Tu es l'État, tu décides, tu payes. Tu es maire, tu décides quelque chose, tu payes. Et s'il y a des participations croisées, tout le monde est associé autour de la table à des décisions. Ce n'est pas encore le cas, on en est loin, et donc de ce point de vue, il y a encore beaucoup de travail à faire. On va parler d'un autre sujet, ce sont les hôpitaux, Stéphane. Les services publics en général, en milieu rural, en fait, sont d'une importance toute particulière pour les Français. Édouard Philippe doit faire des annonces mercredi concernant l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez de la parole du Premier ministre sur ce sujet ? On attend une mise en perspective et une mise à niveau de ce que peut représenter, bien sûr, un établissement hospitalier dans un territoire, c'est-à-dire la plupart du temps, le premier employeur public. Il ne faut jamais l'oublier. L'hôpital, c'est dans un territoire le premier employeur public. Ce sont donc des hommes, des femmes qui travaillent soit dans les services techniques, soit comme infirmiers, soit au pôle pharmacie, soit comme médecins, soit dans l'encadrement. Et c'est d'abord un bassin de vie extraordinaire qui nécessite psychologiquement d'être accompagné, mais à un point qu'on ne soupçonne pas. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui ? Tout le monde essaye de faire de son mieux, et je ne doute pas une seule seconde que le gouvernement essaye de faire de son mieux, mais nous savons qu'il y a une grenade dégoupillée qui s'appelle une structuration d'une dette, 30 milliards de dettes de l'hôpital, c'est absolument considérable. N'oubliez pas que la SNCF c'était 50 milliards, EDF c'est 50 milliards, donc le niveau des hôpitaux, c'est quand même les 3/5 de la dette d'EDF tout cumulé. Donc je pense qu'une décision juste pourrait être la reprise en compte par l'État de cette structuration de la dette pour remettre à niveau. Ça ne réglera pas tout. Ça ne réglera pas tout, mais ça permettra de remettre à niveau et ça évitera ce cadre un peu bizarre entre une agence régionale de la santé qui gère comme elle le peut l'affaire des dotations, qui de temps en temps appelle un ministère de la Santé pour dire là j'ai peut-être besoin parce que c'est en train de chauffer trop fort sur les urgences. J'ajoute que la taxe à l'activité a été un bien pour certains établissements, un mal pour d'autres, alors que c'était une certaine logique. Enfin, taxe à l'activité, quand vous n'avez pas d'épidémie de grippe, vous avez du coup des établissements qui sont structurellement déficitaires parce qu'il n'y a plus assez d'activité. Il y a aussi quand même quelques péchés contre l'esprit qui ont pu être mis en place ici ou là. Donc voilà, et ensuite on ne pourra pas rattraper le retard pour la formation des médecins, mais enfin on peut certainement imaginer quelque chose. Mais moi je suis sur une ligne un peu différente, je suis sur non pas un Big Bang, mais enfin quelque chose de plus profond et de transférer une partie de la santé aux départements. Les départements s'occupent du RSA, s'occupent de la solidarité, s'occupent des handicapés. Demandeurs, en l'occurrence. Mais ils sont demandeurs pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent des moyens qu'ils ne peuvent plus dépenser, puisque la loi
a supprimé une partie de la clause de compétence générale. Du coup, ils sont sollicités pour payer ici un nouveau scanner, à un autre endroit financer le développement d'un plateau technique, à un autre endroit encore aider à la rénovation des urgences. Il n'y a pas les véhicules législatifs pour favoriser l'investissement par un département. Ce n'est pas ce que le Premier ministre annoncera mercredi. Le gouvernement n'est pas prêt pour ça, l'État n'est pas prêt. Non, parce que c'est aussi un problème culturel, mais je pense qu'il faudra qu'on le mette dans le débat sur la loi de décentralisation. Et je pense que cette question de la santé et de la santé de proximité permettra à des départements, des territoires, de dire « moi j'ai envie d'être attractif en matière de santé, donc je vais investir massivement en la matière », ce qui permettra de corriger le retard que l'État ne peut plus faire, justement en raison de sa dette. Justement, oui. Donc après les municipales, Jacqueline Gourault devait présenter une loi sur la décentralisation. Qu'en attendez-vous et quelles compétences faut-il confier aux différentes collectivités? Alors, on en attend beaucoup. On est déjà d'accord sur l'objectif. Il y aura une loi de décentralisation. Quelle sera la forme de cette loi et donc quelle sera son intensité? Est-ce que c'est une révision de la loi fondamentale qui fixera ce que nous demandons, le nettoyage complet de l'article 72 pour clarifier cette fameuse libre administration des collectivités territoriales dans le cadre défini par la loi, souvent la loi de finances, et donc à la fin, ça se termine dans le bureau du directeur du budget. Donc ça, il faut tourner le dos à cette affaire. Deuxièmement, l'État a 100% de dette. Il n'a plus les moyens d'avoir cette ambition d'être présent partout, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. Et j'ajoute qu'en affirmant encore cette ambition, sans en ayant les moyens, il amplifie les handicaps structurels, géographiques, naturels ou historiques de tel ou tel territoire. Donc il faut vraiment une révolution territoriale, de liberté locale. Peut-être qu'il faut inventer un autre terme que décentralisation. Si vous en avez, on est preneur. Je n'en ai pas encore. Mais nous considérons que, par exemple, les régions ont un bloc de développement économique, avec la formation professionnelle, l'apprentissage, plus peut-être une réflexion autour de Pôle emploi, qui pourrait splitter ou éclater en quelque sorte la partie indemnisation qui pourrait revenir à nouveau aux syndicats et la partie accompagnement individuel qui pourrait être traitée dans le bassin de vie des gens. Il y aurait une cohérence et on serait au plus près du coin de la rue. Le bloc social, nous l'avons écrit pour le département, je pense, une bonne partie de la santé. Et nous, les maires, on s'occupe de la proximité, donc tout ce qui est tourisme, tout ce qui est culture. La culture, c'est le patrimoine, c'est l'aide à la création, c'est l'égal accès pour tous à la culture. L'État, là aussi, le budget du ministère de la Culture est dérisoire, pour ne pas dire parfois indécent pour un grand pays comme le nôtre, avec le rayonnement et la grande puissance patrimoniale qui est la nôtre. Je pense qu'on peut faire mieux et nous avons des capacités de gestion plus intéressantes. Le logement est un vrai sujet. Le sport est un bon exemple. Le ministère a été vidé de sa substance. Il n'existe plus, on lui a retiré la moelle épinière. Il reste une ministre sympathique, efficace, compétente, cohérente, mais avec très peu de moyens. Au lieu de le transférer aux communes, qui sont en lien avec les associations de milieux sportifs, on finance les complexes sportifs, on finance tous les grands événements locaux qui irriguent de façon vertueuse, souvent pendant l'été d'ailleurs, nos territoires. On a créé une agence. C'est sûrement très bien, mais pourquoi on s'est arrêté au milieu du gué, sur un rocher? Il fallait tout transférer aux communes, qui auraient fait bien mieux, les effectifs, les moyens financiers, et on aurait là un effet de souffle. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de sujets, c'est passionnant, c'est une petite révolution sur certains secteurs, en tout cas c'est une ambition, et la conviction politique qui est la nôtre, c'est que si on ne le fait pas, les problèmes, dans quelques années, seront beaucoup plus importants et les revendications seront de nature beaucoup plus centrifuge que ce qu'on a aujourd'hui. Vous dites notamment que les revendications fédéralistes augmenteront. Est-ce que si l'État ne prend pas en compte cette décentralisation, il y a un risque de mettre à mal l'unité de la République ? L'unité de la République. Il peut y avoir d'autres modèles tout en conservant un modèle républicain. Simplement le modèle fédéral, c'est-à-dire autonomiste en quelque sorte dans l'histoire de notre pays, est un modèle qui n'a pas de référence stable chez nous et qui est complètement différent, parce qu'après, ce sont des approches qui sont territoriales, sectorielles ou autres. Et on pense qu'il faut inventer, avec cette grande ambition de décentralisation, quelque chose à la française, qui soit ni tout à fait le même modèle qu'avant, ni tout à fait un autre, et d'une certaine manière plus efficace. Et vous gardez la clause de compétence générale dans ce... Pour les communes, oui, bien sûr. Pour les communes, oui. Ah oui, bien sûr. Ah, ça, c'est le chiffon rouge, ça. Si vous me reparlez d'élections au suffrage universel direct, des conseils communautaires, là, on n'ira pas boire un café à la suite. Hein. Stéphane Vernet. Revenons aux relations que vous entretenez avec l'exécutif à la veille de ce nouveau congrès. L'année dernière, vous dites que vous aviez rencontré le président de la République et le Premier ministre et que ça s'était très très mal passé. Cette année, vous avez rencontré Emmanuel Macron la semaine dernière. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et qu'est-ce que vous attendez de sa participation au 102e congrès et du discours qu'il prononcera demain? Est-ce que c'est le fameux grand discours sur les libertés locales et la décentralisation que vous attendez? L'entretien s'est très bien déroulé. Je suis par ailleurs un profond républicain et j'ai un immense respect pour l'institution.
Et la tâche d'Emmanuel Macron est difficile. Elle est difficile parce qu'il y a une dimension globale dans un monde incertain avec des poussées de populisme. Elle est difficile parce que les premières mesures, en tout cas dans les relations avec nous, ont été des mesures qui ont été mal comprises, injustes et ne correspondaient pas d'ailleurs toujours aux engagements qu'il avait pris sur les efforts budgétaires, sur l'APL qui a modifié le modèle du logement social. Je lui dis qu'on aura une crise du logement social dans 2-3 ans qui est devant nous. Il est à l'écoute, il est disponible, il consacre du temps. Je ne sais pas si demain il sera en situation de présenter sa vision de la décentralisation. Mais c'est ce que je peux vous dire sans trahir de secret, il ne faut favoriser d'aucune confidence intime. Nous avons évoqué ce sujet. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il était intéressé, que nous allons continuer d'en discuter et que c'est pas demain que tout va se régler. J'ajoute que c'est un congrès particulier, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est le dernier, donc il y aura une vision pour nous de transmettre le témoin au successeur. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on n'a pas aimé, voilà ce que l'on souhaite. Et tandis que son mandat, lui, se poursuit. Donc il va entendre une caisse de résonance d'une partie des gens qu'il n'aura plus en face de lui. Et deuxièmement, il y a le contexte électoral qui justifie pleinement que nous soyons au cœur des valeurs de la République et essayer de mettre de côté le plus possible les préoccupations, je dirais, plus de nature électoraliste. Mais justement, on va parler des municipales. Oui, on va parler des municipales. Donc c'est dans 4 mois. Vous êtes évidemment revenu dans les instances du Parti Les Républicains. Donc c'était pas si évident. C'était pas si évident, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis d'ailleurs ? Vous êtes éloigné pendant 2 ans de la politique partisane, comme vous le disiez. Oui, je le suis toujours. Christian Jacob, en fait, le départ de Laurent Wauquiez au lendemain de l'échec des européennes a créé une nouvelle donne. Cette nouvelle donne, c'est le constat douloureux et cruel de ma formation politique que je n'ai jamais quittée. Une famille gaulliste qui a tellement donné au pays et qui est, au fond, d'une certaine manière, à son point le plus bas. Il faut lui redonner ce que l'on peut. Moi, je considère qu'il y a une génération formidable qui s'est levée en 2014, qui n'a pas eu sa chance aux législatives, parce qu'une autre génération, celle d'En Marche, est arrivée, qui a son talent également, mais qui n'a pas la même expérience locale. Et je pense qu'il faut aider cette relève. Alors, justement, les municipales, c'est important pour cette génération et pour votre parti. Donc, oui, c'est important parce que nous avions gagné la fois précédente avec les divers droites, ce qui explique que je sois président des maires de France. Donc l'enjeu, non pas de maintien de position, mais l'enjeu de mise en valeur du travail effectué souvent par des jeunes élus entre 30 et 40 ans qui se sont engagés dans notre formation au service de leur commune. On fait plutôt du bon travail, même du très bon travail. Il y a eu assez peu d'augmentation de la fiscalité locale lorsque c'était des maires de droite ou du centre. C'est des choix lié d'ailleurs à la structuration de la taxe d'habitation. Parce que quand vous avez une concentration souvent des foyers fiscaux sur la moitié de la population, si vous augmentez, c'est toujours les mêmes qui payent. Donc vous voyez, il y a des lectures politiques, y compris à l'échelle locale, sur ce que veut dire être de droite ou de gauche. Maintenant, un maire, il rassemble. Et il va rassembler bien au-delà de son camp. Et nous avons des gens qui ne sont pas sectaires et qui seront en situation justement d'offrir de nouveaux visages. Donc l'enjeu, il est évidemment important. Pour nous, ce sera des enjeux locaux, mais qui, additionnés, donneront le visage peut-être le plus profond et le plus intime de la société française. Quand vous avez des maires qui seront à la fois les Républicains et l'REM, comment on va pouvoir lire ça ? C'est très simple. À un moment, il faut s'inscrire à la préfecture. Donc si vous avez un maire qui s'inscrit LR, c'est que vous pourrez le comptabiliser comme une victoire LR. Là où vous aurez des LREM qui ne seront pas présents, ça veut dire qu'ils ne sont pas en situation et que le LR est trop fort. Et là où ils veulent s'associer, c'est parce qu'il est tellement fort qu'ils ont besoin d'avoir des places. Donc à la fin des fins, je peux vous dire, la lecture, elle sera beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle qu'on imagine. Est-ce que l'enjeu pour les Républicains, il est aussi d'éviter ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Vous le qualifiez de mortifère pour la démocratie. Est-ce que les Républicains sont encore en mesure de l'éviter ? Aujourd'hui, non. Soyons honnêtes et soyons lucides. Aujourd'hui, non. Tout est à reconstruire. Le fond, le rassemblement de la famille, le travail sur un éventuel projet d'alternance. En tout cas, la formation gaulliste, elle n'a pas vocation à être autre chose qu'une formation de gouvernement. Donc une formation d'alternance en l'état, puisque nous sommes dans l'opposition. Il y a 2 ans, est-ce que c'est assez long ? Je n'en sais rien. En tout cas, il faut y travailler. C'est un devoir. Pour la raison que j'évoquais, et que j'ai évoquée à plusieurs reprises, c'est qu'accepter la dualité sans rien faire, les bras ballants, dans un silence aimable et courtois, extraordinairement discret, au fond, c'est accepter le principe de l'alternance. Donc c'est notre devoir de faire réfléchir les gens. Et d'ailleurs, il y a peut-être d'autres solutions. Après, c'est la politique, c'est la compétition et c'est aussi l'avenir du pays. Et qui, chez les Républicains, peut accomplir ce devoir, rassembler la famille, bâtir le projet d'alternance ? Vous y pensez ? Est-ce que vous verriez comme candidat à la présidentielle en 2022 ? J'ai répondu 157 000 fois en l'espace d'une quinzaine de jours.
j'ai publié ce livre dans une concordance d'agenda où effectivement il y a le renouvellement des instances et il y a la préparation du congrès des maires. Simplement ce livre c'est 2 ans de travail, c'est 1 an de remonter l'information, il vient après un précédent livre qui a demandé aussi 2 ans de travail. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces recherches, je prends beaucoup de plaisir à transmettre. Et il y a beaucoup d'autres moyens que d'être candidat à l'élection présidentielle pour continuer à dire des choses, les faire partager, les faire vivre. Ensuite, une fois encore, pour les Républicains, voilà, c'est le temps du rassemblement et Christian Jacob est l'homme de la situation. Et après, ce sera le temps de la réflexion. Et je peux vous dire, vous avez une relève à droite. Voilà, elle existe, elle est là. Le temps de l'incarnation, je ne dis pas que c'est secondaire, mais je dis que c'est un point qui viendra en son temps. On va justement parler de ce livre, Une histoire sentimentale, c'est publié chez Albin Michel. On sent à travers la lecture de ce livre votre amour de la France, votre amour de la République. Le mot République revient à peu près à toutes les pages d'ailleurs dans le premier chapitre de ce livre. Mais il y a aussi un petit peu de politique dans ce livre. On sent en creux que vous aimez la République, vous comprenez la France. Ce n'est peut-être pas le cas d'Emmanuel Macron qui en tout cas n'a pas compris cette volonté décentralisatrice. Est-ce que ce livre c'est aussi le manifeste de reconquête par les territoires voulus par la droite ? Non, alors Emmanuel Macron n'a pas du tout existé dans ma recherche et ma réflexion. Il est cité en tout cas dans votre livre. Il est cité, mais c'est normal qu'il soit cité. Il est président de la République. Et son mode de gouvernance, en tout cas sur la première année, c'est ça qui est intéressant dans cette projection historique sur 2 siècles, montre qu'il y a des périodes où depuis la Révolution, et je rappelle que la République en fait repose sur 2 murs porteurs, l'État et la commune. C'est pas l'un ou l'autre, ou l'un sans l'autre, c'est quand les 2 fonctionnent ensemble, main dans la main, c'est une République qui est vivante, qui est vigoureuse, qui est projetée vers l'avenir. On parlait de communauté de destin entre les maires et la République. Quand c'est une fédération de volonté qui vient du terrain et qui est reprise à son compte par l'État, ça fonctionne bien. Quand c'est une concentration de pouvoir dans un État qui centralise tout, ça marche pas bien. On est plutôt dans cette période, enfin c'est très court, ça ne fait que 2 ans, et des périodes de pic et de creux ont bien montré justement qu'à la fin des fins, toutes les grandes initiatives sociales, j'évoque un Creusois, il se trouve que je suis à moitié Creusois, Martin Nadeau, qui a été un parlementaire incroyable, qui est l'inventeur de « quand le bâtiment va, tout va », parce que c'était un maçon comme beaucoup de Creusois de la fin du siècle, du 19e siècle. Mais il a été tellement épouvanté par la situation des conditions de travail des ouvriers qu'il a été à l'origine de la législation sur les accidents du travail. Vous en avez sur le planning familial à Grenoble, où vous aviez une famille qui avait été condamnée parce qu'un enfant a été mort, parce qu'il n'était pas en situation de pouvoir le soigner, et qui ensuite a amorcé des réflexions. Toutes les grandes initiatives sont venues du local. Donc l'État a toujours tout intérêt, au lieu de concentrer, de centraliser, d'écouter ce qui se passe sur le territoire, ensuite de se l'approprier et de le faire vivre par capillarité sur la totalité des territoires. Il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de fractures, mais c'est toujours apporté. L'histoire nous montre justement qu'il y a des rebonds, même dans les périodes les plus douloureuses. Allez, on va terminer avec de belles images de votre ville de Troyes. Ce sont des images fournies par nos partenaires de Canal 32, c'est la télé locale de l'Aube. Troyes, la ville dont vous êtes maire depuis 24 ans, élu pour la première fois en 1995. Vous êtes candidat, un nouveau... Je ne l'ai pas encore annoncé aux Troyens, donc vous me laisserez le soin de leur réserver la primeur. En tout cas, on va écouter la question de Pauline Lermite. C'est une journaliste de Canal 32. Écoutez la question qu'elle a à vous poser. Bonjour Monsieur Barouin, vous êtes le maire de Troyes depuis 24 ans. Vous avez été député, sénateur, ministre dans différents portefeuilles. Et pourtant, vous revenez toujours à ce mandat de maire qui semble pour vous dépasser toutes les autres fonctions. Pour quelles raisons ? J'étais journaliste de formation comme vous et j'ai quitté ce métier en me retournant parce que c'est un métier de liberté. Donc quand, grâce à Jacques Chirac et au fond pour Jacques Chirac, je suis rentré en politique comme l'on dit, j'ai d'abord été élu député et ensuite je voulais être maire de Nogent-sur-Seine parce que mon père avait été maire de Nogent-sur-Seine et décédé dans des conditions dramatiques. Mais il se trouve que Troyes est une ville où j'ai grandi et il se trouve que mon prédécesseur, qui est un immense personnage, compagnon de la Libération, a pris la décision de ne pas se représenter. Et au fond, ce métier de maire à Troyes a répondu à tout ce que j'imaginais de fort, de puissant, d'humain avant de rentrer en politique. Parce que vous êtes au coin de la rue, parce que vous touchez à tout, parce que vous pouvez être utile. On touche à l'urbanisme, au social, à la culture, au sport, on touche à l'humain, on est au cœur de l'amélioration. On se fait engueuler quand les idées sont pas bonnes, on les corrige. Donc c'est une école d'humilité, une école d'écoute, c'est une école qui fait que vous vous élevez aussi de votre niveau partisan, de votre engagement, et vous travaillez avec tout le monde et pour tout le monde. Donc, et comme j'ai été élu très jeune, et que j'ai trouvé que les Troyens avaient été incroyablement courageux et audacieux de confier les clés de leur ville à quelqu'un de 29 ans, tous les matins je me réveille depuis 25 ans en me disant « je ne dois jamais trahir cette confiance ».
Bon, on sent quand même que vous allez empiler pour un nouveau mandat. Merci. Un élément d'information, mais il sera complété l'année prochaine. Merci beaucoup François Baroin d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que les temps forts de ce congrès des maires de France seront à suivre sur l'antenne de Public Sénat. Merci pour votre partenariat formidable. Tellement utile et tellement précieux. Merci à vous. Merci dès aujourd'hui à 14h. On suivra la journée des Outre-mer et tout au long de la semaine jusqu'à jeudi. Merci Stéphane, merci Pascal. Demain à votre place, François Baroin, c'est quelqu'un que vous connaissez un petit peu. C'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et on passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les uns des radios. Aujourd'hui avec la bande, nous reviendrons longuement sur cette interview de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, qui était notre invité il y a quelques minutes. Interview de 30 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire et à analyser. Il nous a livré son état d'esprit, les attentes des maires, alors que le 102e congrès des maires de France s'ouvre aujourd'hui. Et avant de revenir sur les propos de François Baroin, je vous propose d'écouter un extrait de son interview. Dans quel état d'esprit sont les maires à l'ouverture de ce 102e congrès? Dans quel état d'esprit êtes-vous vous-même? Alors moi, je suis dans un état d'esprit de grande responsabilité à l'égard de cette association, qui est une institution magnifique et qui aura l'honneur de recevoir le président de la République, le Premier ministre, bon nombre de ministres, mais aussi des intervenants du monde associatif, du monde syndical, du monde privé. C'est vraiment... C'est un moment magnifique, le congrès des maires. C'est la République qui se rassemble à Paris. On va avoir 15 000 congressistes. C'est un honneur de pouvoir tous se retrouver ensemble, de partager. Et les maires, comment vont-ils? Le contexte est particulier. Puis, le dernier congrès de cette mandature, donc c'est un mandat. Moi, je trouve que j'en suis à 4 mandats. C'est probablement, en tout cas sur les 4 vécus, le plus difficile. Le plus difficile sur le plan des moyens alloués aux missions qui sont les nôtres et qui sont des missions de service public de proximité, qui sont des missions humaines, de cohésion sociale, qui sont des missions d'accompagnement des plus fragiles, qui sont aussi des missions de développement. On est des chefs d'entreprise, on anime des équipes, on a une vision du développement du territoire. On nous a retiré, je l'ai dit en introduction, beaucoup de moyens. C'était une erreur. Nous l'avons dit à l'époque, personne ne nous a entendus. On a dit, il y a 5 ans, que ça allait avoir des conséquences sur le financement des services publics. Tout service public, de l'école jusqu'au club de personnes âgées. Subventions pour les associations qui tiennent des complexes sportifs, qui permettent à des jeunes des quartiers d'être aussi un peu aspirés vers le haut. On a dit également que ça aurait de l'impact sur l'économie, puisque nous portons 75% de l'investissement public. On ne nous a pas entendus. 25% en moins. Ça veut dire moins d'investissement sur les routes, moins d'investissement sur les parcs de développement économique. Ça veut dire des zones artisanales qui ont eu un peu moins d'accompagnement. Tout cela, d'une certaine manière, s'est concentré dans le mouvement social qu'on a vécu tout au long de cette année. Et ça, je pense que c'est ce message-là qui sera porté, mais aussi avec des gens qui sont passionnés de leur village, passionnés du travail et du service avec les autres, passionnés de l'intérêt général, passionnés de la République. Et on voit bien qu'il y a une remontée. Un maire sur 2 ne se représentera pas, mais un maire sur 2 se représentera. Et on va parler de cette interview, François Baroin, avec le club. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Guillaume Doyen, la Gazette des communes, Arnaud Benedetti, la revue politique et parlementaire, et Bruno Cavagnier. Bonjour, c'est la première fois que vous venez dans ce club. Bonjour. Vous êtes auteur de Nos territoires brûlent, redonner du pouvoir au local. C'est publié au Cherche Midi. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Messieurs, on a écouté François Baroin pendant plus de 30 minutes. Guillaume Doyen, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview? Qu'est-ce que vous avez pensé des propos de François Baroin? C'est les propos assez classiques qui tient. Là, on a l'ouverture d'un congrès des maires important. Au-delà, si vous voulez, du ressenti des maires, au-delà du manque de moyens dont ils se plaignent, etc., je pense que ce qu'il attend et ce que lui peuvent attendre du président de la République, c'est un discours plus global, en fait, sur l'aménagement du territoire, sur la direction qu'on veut prendre pour la totalité de la France. On ne va pas chaque année renégocier à 2-3% près, éventuellement, les dépenses, les recettes, l'état de la fiscalité, etc. Moi, je trouve que ce qui manque un peu aujourd'hui, si vous voulez, c'est un discours, c'est une vision générale de ce que doit être la France dans 5 ans. Arnaud Benedetti.
Oui, j'ai trouvé que c'était une sorte de force tranquille, François Baroin, ce matin. C'est quelqu'un qui est à la fois une vigie, manifestement, il a voulu montrer, et il l'est indéniablement, qu'il était un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui du local. Et on est frappé du contraste, en effet, entre cette forme de présentation qui constitue une critique implicite, d'une certaine manière, même si elle est faite avec élégance, de la façon dont le pouvoir actuel fonctionne. Ensuite, il a essayé d'ébaucher quelques propositions, on le voit, sur la question de la santé, sur la question du sport. Il s'est fait le défenseur du département, ce qui n'est pas totalement inintéressant pour le président de l'amicale des maires, de l'association des maires de France. On a senti que c'était un homme qui était à la fois, disons, enraciné, qui a fait valoir sa longue expérience d'élu local, 25 ans qu'il est élu maire, ce qui est 4 mandats, ce qui est important, et que, in fine, d'une manière encore une fois très implicite, qu'il se tenait prêt. Bruno Cavagné. Ouais, il est clair que quand François Baroin parle de redonner du pouvoir au local, notamment, ça me parle évidemment, quand on parle de baisse de l'investissement, j'ai un prisme très investissement, c'est un peu aussi l'objet de ce livre, ça me parle également. Quand vous disiez qu'on manque de vision, je crois que c'est fondamentalement aujourd'hui ce qui nous manque. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Où veut-on aller? L'objet du livre d'ailleurs, c'est redonner du pouvoir, mais avec de l'investissement. C'est peut-être une approche un petit peu différente qu'on n'entend pas trop aujourd'hui. Puis dans cette interview, on a quand même l'impression qu'il n'a rien lâché à Emmanuel Macron, hein, car depuis un an, le gouvernement a fait des efforts, un grand débat national, il s'est tourné vers les élus locaux, un projet de loi en faveur des élus locaux, une réforme à venir de la décentralisation. Mais pour François Baroin, voilà, le ton est quand même assez négatif. Hein. La réforme de la taxe d'habitation lui reste en travers de la gorge. Le grand débat national, c'est tous les jours dans les communes, donc il n'y a rien de nouveau. Donc finalement, voilà, on sent que ce ton un peu pessimiste, il est aussi tourné vers Emmanuel Macron et il ne fait pas de cadeau. Alors justement, Emmanuel Macron, Arnaud Benedetti, qui viendra demain prononcer le discours d'ouverture devant les maires de France. Il n'était pas venu l'année dernière, il sera bien présent demain. L'Association des maires de France qui dit « Oui, le ton a changé, effectivement, ça s'est amélioré entre les maires et l'exécutif, mais les problèmes de fond demeurent. » C'est l'explication principale, si vous voulez, de l'humilité aujourd'hui dont l'exécutif fait part vis-à-vis des maires et des élus locaux. Mais on voit bien qu'il s'agisse dans la relation avec les maires ou dans la relation aussi avec les départements, que la situation est extrêmement complexe. Si vous voulez, en fin de compte, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que, vraisemblablement, il n'a pas une culture du local. Et c'est normal, puisque de toute façon, son parcours politique fait que, je veux dire, il est arrivé par le haut, il s'est fait élire par le haut, il a créé un mouvement de toutes pièces avec un enracinement local qui est faible, donc il ne dispose pas de cette culture, et il a plutôt une culture, j'allais dire, managériale, plutôt qu'une culture d'élu de terrain et d'élu local. Donc cette perception, si vous voulez, de la France, qui est quand même une république, il ne faut jamais l'oublier, même si elle est centralisée, qui est une république des terroirs, qui est une république des collectivités locales, où le rôle du maire est absolument fondamental. Le maire avec cette double fonction à la fois de représentant de ses administrés et de représentant de l'État, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans le fonctionnement républicain et dans le fonctionnement des institutions. Et on voit bien que le fait qu'il ait réintégré malgré tout, lors du grand débat, les maires, a été certes un élément d'infléchissement de sa communication, mais sur le fond, l'ensemble des problèmes qui sont sédimentés, c'est-à-dire l'absence de vision en termes d'aménagement et en termes, j'allais dire, de décentralisation, le problème des financements et des dotations qu'a parfaitement rappelé François Baroin, le problème des compétences, tout cela encore reste accumulé et on n'a pas une vision très claire aujourd'hui de ce que veut faire Emmanuel Macron dans ce domaine. Et ce congrès, c'est le dernier, un congrès de la mandature pour ces maires, et François Baroin l'a dit ce matin, ce mandat, ça a été le plus difficile. Oui, c'était le plus difficile, c'était celui de la baisse forte des dotations de fonctionnement. C'était celui qui a vu quand même Emmanuel Macron annoncer dès le début, il y a trop d'élus locaux en France, très d'élus locaux, pardon, c'est extrêmement mal passé. Donc tout ça a créé, si vous voulez, une ambiance de tension généralisée, à la fois symbolique et financière. Donc ça a été un mandat probablement difficile pour Emmanuel Macron, tant que pour François Baroin. Bruno Cavagné. Ouais, un mandat très difficile
Quand je parlais de l'investissement tout à l'heure, François Baroin a dit on a perdu 25% de l'investissement et en même temps on a senti dans tout ce qui était infrastructure un rattrapage en fin de mandat, un début de mandat qui a été très très compliqué pour le monde du BTP que je connais bien, et un rattrapage dans les 2 dernières années. Le prochain mandat devrait être vraiment différent. Le point de tension, le point de crispation principal, c'est cette réforme de la taxe d'habitation, Arnaud Benedetti. Est-ce que c'est pas compliqué pour une réforme qui redonne quand même du pouvoir d'achat aux Français, même si François Baroin a dit qu'elle était injuste, c'est pas compliqué pour les maires de faire entendre leurs critiques vis-à-vis de cette réforme ? D'abord, je ne suis pas sûr que les Français sentent que, concernant leur pouvoir d'achat, ça apporte quelque chose. La perception, en tout cas, de cette réforme, c'est une perception positive qui est portée par l'exécutif, mais qui n'est pas forcément automatiquement ressentie par les Français. Et on le voit bien d'ailleurs, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, des 17 milliards n'ont pas vraiment changé la situation et la perception du gouvernement. Donc je ne suis pas sûr qu'en plus, que tactiquement et politiquement, ça soit quelque chose qui soit tout à fait à mettre au crédit du gouvernement. La réalité aujourd'hui, c'est que les maires, eux, ils sont sur le terrain et ils sont confrontés à une situation qui est celle des territoires, et notamment d'un certain nombre de territoires périphériques qui perdent des services publics, qui voient une périphérisation toujours plus grande de leur territoire et qui sont à portée, j'allais dire, d'engueulade de l'administré. Et donc ce sont in fine les premiers relais du mécontentement, les premiers relais aussi de l'expression populaire. Ce sont des filtres extrêmement importants aujourd'hui dans le fonctionnement de la République. Donc ils ont une connaissance du terrain que n'ont pas forcément d'ailleurs les administrations centrales et que n'ont pas nécessairement les administrations centrales. Donc ils constituent aujourd'hui un maillon essentiel, et ce maillon essentiel, en tout cas manifestement, est certainement insuffisamment écouté à leurs yeux par l'exécutif. Oui, vous avez parfaitement raison. Je dirais que cette réforme, cette suppression progressive de la taxe d'habitation, c'est une aberration. C'est même une stupidité, si vous voulez. La suppression d'un impôt direct qui liait le contribuable à son maire, à sa collectivité directe, était utile. Et en plus, le contribuable, je ne crois pas qu'il pense, lui, un instant, que ces 20 milliards vont s'évaporer et qu'il ne les paiera pas d'une façon ou d'une autre, si vous voulez. Si vous nationalisez la totalité des prélèvements, vous créez, si vous voulez, un environnement dans lequel ils ne voient plus rien. Si vous voulez. Une partie des gens ne payent pas d'impôt direct, pas d'impôt sur le revenu, on leur supprime la taxe d'habitation. Il va rester la taxe foncière sur laquelle Bercy a des vues et qui ne sont pas des vues spécialement positives. Donc tout ça, si vous voulez, crée une espèce de contribuable un peu déconnecté, quoi, qui va acquitter toujours autant d'impôts, mais d'une manière différente, qui ne sera plus directe mais indirecte. Et ça, à mon avis, ce n'est pas une bonne chose démocratiquement. L'autre sujet, Bruno Cavagné, c'est la décentralisation. Hein. Même si François Baroin n'aime pas ce mot, c'est l'inquiétude des maires qui demandent plus de décentralisation. Et là, François Baroin, il alerte. Si la décentralisation ne se fait pas, ne se fait pas assez, on risque d'avoir une montée des revendications fédéralistes. Je crois qu'il y a deux faits, la décentralisation et la redistribution. Si vous me permettez, la redistribution. Ça fait maintenant 30 ans dans ce pays qu'on fait de la redistribution, et finalement, vous parlez des 17 milliards qu'on vient de rendre aux Français pour le pouvoir d'achat, et personne n'est content. Vous interrogez les retraités, ils vous disent, mais attendez, on nous rend l'argent qu'on nous a pris. Vous interrogez les gens, ils disent, non, finalement, c'est notre argent. Vous regardez ce qui se passe au niveau de l'épargne, on n'a jamais eu autant d'épargne. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans ce pays, dire, au lieu de faire de la redistribution directe, faire de l'investissement, rendre du pouvoir d'achat par l'investissement et dans les territoires. Et ça m'amène à votre deuxième remarque, effectivement, sur la décentralisation. C'est un des pactes que je propose dans le livre. En disant, par un principe de subsidiarité, donc on parle beaucoup en ce moment, pourquoi ne pas rendre du pouvoir au local, mettre au niveau des communes ce qu'on peut faire, et on ne remonte qu'à l'étage supérieur ce qu'on ne sait pas faire. Effectivement, je crois que demain, si on veut un pays plus apaisé, il faudra rendre du pouvoir au local et être au plus près de nos concitoyens. Allez, ce congrès des maires de France, il s'ouvre aujourd'hui par une journée consacrée aux élus d'outre-mer. Les élus d'outre-mer qui seront réunis cet après-midi, Maison de la Mutualité à Paris, et qui sont réunis ce matin au Sénat. On va justement retrouver Quentin Calmet. Bonjour Quentin, vous suivez pour nous cette journée de rassemblement des élus d'outre-mer et vous êtes avec le président des maires de Guadeloupe.
Exactement, Jean-Claude Pioche. Alors, il va être question notamment des risques climatiques ce matin au Sénat dans vos départements d'outre-mer. Est-ce que 2 ans après Maria, qui était donc l'ouragan qui a frappé il y a 2 ans la Guadeloupe, et 2 ans après Irma qui avait touché Saint-Martin, tous les enseignements ont été tirés, notamment en termes de reconstruction dans vos collectivités? Bien, quand on regarde les dégâts que Maria et Irma ont fait aux Antilles françaises, on peut se dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et oui, des enseignements ont été retenus et on doit travailler dans le sens où on doit faire anticyclonique, anti-sismique aussi, parce que nous avons le risque sismique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire et ce n'est pas en 2 ans qu'on va régler ce problème-là. Donc il faut reconstruire aux normes cycloniques de façon à pouvoir protéger notre population. Est-ce que vous diriez que l'État a été à la hauteur dans la réponse qu'il a apportée? On est 2 ans après, il y a peut-être un bilan qu'on peut tirer des événements? Bien, je pense que ce sont les élus qui sont le mieux placés pour le dire, et notamment à Saint-Martin, parce que Saint-Martin était l'île la plus touchée aux Antilles françaises. Donc oui, peut-être il est mitigé, mais on peut toujours faire mieux. Mais je pense qu'il faut continuer le travail et pouvoir construire dans les normes anticycloniques. Un mot sur les attentes que vous avez du discours d'Emmanuel Macron demain à l'AMF. Est-ce qu'il y a des attentes particulières sur les Outre-mer dans son discours? Oui, bien sûr, on a beaucoup de problématiques à gérer, à trouver des solutions, et c'est vrai que le discours du président de la République est attendu, parce que oui, nous avons des problèmes, et je pense qu'on a parlé de réconciliation. Ouais. On a parlé de réconciliation avec le président de la République. Oui, je pense qu'il est important qu'il puisse venir rencontrer les maires, ce qu'il n'a pas fait peut-être avant, et bon, eh bien oui, on va écouter et on va faire des déductions et des conclusions de son discours. Un dernier mot sur l'état d'esprit des maires de Guadeloupe que vous représentez à ce congrès. Quel est-il aujourd'hui? Eh bien, vous savez, tous les jours, c'est une difficulté nouvelle pour les maires de Guadeloupe. Et c'est vrai que nous avons des problématiques, notamment de l'eau, la gestion des déchets, enfin, toutes ces problématiques qui sont connues, mais qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Eh bien, on attend un accompagnement fort de l'État pour pouvoir trouver des solutions. Bien, merci Jean-Claude Pioche. On suivra aussi cette journée à 14h avec Pierre-Louis Jargonne. Merci beaucoup Quentin, et vous le disiez effectivement, rendez-vous à 14h pour suivre en direct, en intégralité, cette journée des élus d'Outre-mer. Ils seront cet après-midi, maison de la Mutualité. On suivra ça avec vous aussi Quentin. Et ce congrès des maires, eh bien, c'est aussi toute la semaine le thème de nos reportages en région. Sandra Cerquera et Samia Dechir seront dans le Nord et dans le Pas-de-Calais toute la semaine pour vous montrer quel est le quotidien des maires, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs préoccupations. On va regarder ensemble le programme de cette semaine avec Sandra Cerquera. Cette semaine a lieu le congrès des maires de France. C'est l'occasion pour nous de revenir sur leur quotidien. Ils restent les élus préférés des Français, mais les maires, et ce n'est pas nouveau, se disent désabusés, fatigués par le manque de moyens et la perte de leurs prérogatives. Nous irons justement à la rencontre d'un maire dans le nord de la France qui va transférer la gestion de l'eau potable à la communauté de communes. Un transfert dont il ne veut pas, et il va nous expliquer pourquoi. Le deuxième reportage sera consacré au quotidien d'un conseiller municipal. Cet élu local de l'ombre dont on parle moins, mais dont le mandat demande tout autant d'investissement, en conciliant vie professionnelle et mandat d'élu. Enfin, nous nous rendrons à Los-en-Goël, une ville minière du Pas-de-Calais qui a fait le pari de la démocratie participative depuis une vingtaine d'années. Une autre façon de faire de la politique qui a bouleversé le mandat des élus locaux. C'est tout. Voilà pour le programme, ce sera donc à suivre tous les jours dans cette émission, ces reportages. Et on va passer à la revue de la presse quotidienne régionale avec vous, Alex. Une revue de presse consacrée en très grande partie à ce congrès des maires de France. On commence par la Nouvelle République. Et oui, la Nouvelle République qui titre sur des maires combatifs et très courtisés. Alors pourquoi des maires combatifs? Car il y a un an, les maires de France étaient au bout du rouleau. Plus de la moitié ne souhaitaient pas se représenter. Et cette année, ça a un peu changé. Si on regarde l'enquête du Cevipof, il y a actuellement 28% des maires qui ne souhaitent pas se représenter aux prochaines élections municipales en mars 2020. Alors
Alors cette semaine, les maires vont être au centre de toutes les attentions car Emmanuel Macron demain va inaugurer leur congrès des maires de France et puis Édouard Philippe, le Premier ministre, viendra le clôturer jeudi. Mais cette semaine, à l'Assemblée nationale, c'est aussi l'examen du projet de loi en faveur des élus locaux, un projet de loi qui est censé les encourager et faciliter leur quotidien. Et donc cette semaine, chaque mesure qui va être adoptée, chaque modification qui sera adoptée par les députés sera donc scrutée de près par les maires durant leur congrès. Et les maires qui sont également la une de Ouest France. Et oui, Ouest France qui fait son éditorial sur ce congrès des maires de France avec Stéphane Vernet qui titre sur un retour en grâce des maires car il y a un an, encore une fois, il faut se souvenir, il y avait le hashtag Balance ton maire sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces maires qui augmentaient la taxe d'habitation malgré la réforme du gouvernement. Mais c'est désormais fini et si on écoute le vice-président des maires de France, André Léniel, eh bien les maires ne sont plus considérés comme des clientélistes et des dépensiers. À la une de la Marseillaise. Eh bien, les sons de cloche sont un peu différents quand on regarde les différents journaux de la presse régionale. Et pour la Marseillaise, eh bien, ce malaise des maires n'est pas terminé, il n'a pas disparu. Et donc, les élus locaux vont attendre de pied ferme Emmanuel Macron demain pour l'inauguration du Congrès. Et puis dans l'Alsace qui se projette sur 2022. Et oui, l'Alsace qui a choisi d'emblée de titrer sur le duel entre Emmanuel Macron et François Baroin qui vont se rencontrer demain au Congrès. Un duel alors que François Baroin est un peu vu comme l'espoir, le seul espoir, l'un des espoirs de la droite avec notamment certains de ses amis politiques comme Christian Jacob qui aimerait bien qu'il se présente à la présidentielle en 2022. Surtout qu'il se démarque dans son image d'Emmanuel Macron. François Baroin à l'image d'un homme politique proche des territoires, des corps intermédiaires alors qu'Emmanuel Macron est plutôt décrié pour la verticalité de son pouvoir. Un duel qui sera donc intéressant à observer demain. Merci beaucoup Alex, on suivra bien sûr tout ça. On va regarder vos unes, messieurs. On commence par la une de la Gazette des communes. Guillaume, le grand désarroi des maires de France. Le grand désarroi des maires de France, c'est pour le Courrier des maires, autre journal que j'ai le plaisir de diriger. On a fait une enquête avec SMAC l'assurance sur l'état d'esprit des maires. Alors c'est assez paradoxal, ils sont très fiers de l'action qu'ils ont menée pendant leur mandat. Ce sont des gens, ils ont raison d'ailleurs, ils sont fiers d'avoir réalisé ce qu'ils ont fait. Mais néanmoins, quand il s'agit de leur parler de ce qui ne va pas, là, il ne manque pas non plus d'aligner les reproches, manque de moyens financiers, bilan négatif concernant le développement des intercommunalités, population de plus en plus exigeante, c'est intéressant, ça, ils se plaignent pas mal du comportement d'un certain nombre de leurs administrés qui ont une mentalité maintenant de consommateurs vis-à-vis du service public. La charge est trop prenante, ils se sentent épuisés pour un certain nombre, les lourdeurs administratives et les procédures sont plus complexes. Ils reconnaissent néanmoins que l'expérience, mais ça arrive dans les derniers items, que l'expérience est enrichissante. De cette étude, ce qu'on peut se rappeler, c'est que le mandat, oui, c'est quand même, ça offre, si vous voulez, le plaisir, l'honneur de diriger une commune et des administrés et de faire des choses très, très concrètes. Mais cela dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, les maires de France sont généralement des hommes qui ont 62 ans d'âge moyen. Donc, si vous voulez, la fatigue, évidemment, va être un facteur aggravant qui va s'accroître sur leurs épaules. Donc, ça explique aussi un phénomène de lassitude. Et tout ça, c'est donc à lire dans la Gazette des communes et dans le courrier des maires. On va regarder la une de la revue politique et parlementaire Arnaud Benedetti consacrée à la science. Et puis Bruno Cavagni, on va parler de votre livre « Nos territoires brûlent, redonner du pouvoir au local ». C'est aux éditions du Cherche Midi. Oui, merci. En fait, quand on regarde ce qui se passe dans ce pays depuis 30 ans, on voit bien que l'État, petit à petit, a abandonné les territoires. Plus de DATAR, plus de DDE, plus de DDA, plus de services publics. Là, tout ça, c'est très compliqué comme acronyme. Plus d'aménagement, je vais faire un peu plus d'aménagement du territoire. Plus d'aménagement du territoire. Et on voit que, et politiquement et socialement, on l'a retrouvé dans le pays. Politiquement, avec le vote des extrêmes. Socialement, Jacques Chirac parlait en 1995 de la fracture sociale. On a eu les banlieues en 2005. On a eu des attentats, on a eu les gilets jaunes. Bref. Aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, réfléchir dans ce pays pour redonner du pouvoir aux Français par de l'investissement et finalement,
Je propose effectivement un pacte girondin où on redonne du pouvoir aux élus locaux, où on se rapproche de nos concitoyens, un pacte européen où on essaie de déverrouiller un petit peu les 3%, vous savez, de Maastricht qui nous enferme dans un budget extrêmement serré pour des dépenses d'avenir. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Je parle également d'un pacte intergénérationnel. Réfléchissons aujourd'hui à l'investissement qu'il faudra pour nos enfants et les petits-enfants. Très rapidement. Tout ça, c'est à lire dans votre livre, Nos territoires brûlent. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Alex. Merci. On se retrouve demain, Alex. Ouais. À 14h, Pierre-Henri Gergonne vous fera vivre cette journée consacrée aux élus d'outre-mer et puis le Congrès des maires de France. Il sera bien sûr à suivre sur notre antenne jusqu'à jeudi, les temps forts de ce congrès qui a lieu à Paris, porte de Versailles. Demain, on se retrouve comme d'habitude à 7h30, 8h, l'invité politique. C'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.